Madame la présidente du Biotope Festival, chère Madina, monsieur le vice-président de la région Nouvelle-Aquitaine, cher Nicolas Thierry. Nicolas Thierry, comme il me disait tout à l'heure, en aparté, on se rencontre à cette manifestation. Mais Nicolas Thierry est quand même plus spécialisé que moi, surtout qu'il est engagé de longue date dans les mouvements et organisations environnementalistes, plus précisément autour de la biodiversité et du climat. Monsieur le conseiller régional, cher Pierre Durand, les délais de route, toi, tu n'en avais pas beaucoup parce que je suis heureux de t'accueillir, tu es dans ta commune. Merci d'être parmi nous, cher Pierre. Monsieur le président du Conseil des vins, cher Jean-François, merci de nous accueillir aujourd'hui dans cette magnifique salle, propriété du Conseil des vins de Saint-Émilion. Mesdames et messieurs les intervenants en vos fonctions et qualités, mesdames et messieurs les élus, mesdames, messieurs. Donc ce soir, j'ai le privilège, en tant que maire et président de la communauté de communes du Grand Saint-Émilionnais, d'ouvrir ce troisième festival dans le cadre de la biodiversité, l'économie circulaire que nous pouvons avoir sur ce territoire. Et je suis heureux, grâce à certaines personnes, surtout, je vais dire, c'est une histoire de famille. Il y a Madina, mais il y a sa cousine qui doit être dans le coin, Madame Gouvernet-Kerr, je vois Monsieur Kerr, papa, il y a toute la famille. C'est vrai que je tenais à vous dire que la commune, nous nous sommes engagés dans Mon Resto Responsable. Qu'est-ce que Mon Resto Responsable? C'est un engagement qui est proposé par la Fondation pour la Nature et l'Homme et Resteco. Mon Resto Responsable est une garantie participative dédiée à la restauration collective. Elle garantit les restaurants de collectivités qui s'engagent dans une cuisine plus saine, de qualité et respectueuse de l'environnement. Donc ce soir, la jeunesse qui est au premier rang, eh bien, nous nous sommes engagés, c'est pour vous. Vous qui mangez dans ces restaurants scolaires. Et la volonté de vos élus Saint-Émilionnais et d'autres communes du territoire, c'était de s'engager dans cette volonté. Donc, merci encore, Madame Gouvernet-Kerr, pour tout ce que vous faites pour que plusieurs communes, cantines scolaires, participent à cette volonté. Deuxième engagement que nous avons là, c'est au niveau de la communauté de communes, et je tenais à vous le dire ce soir, c'est l'adhésion de la collectivité dans Nouvelle Ère. Nouvelle Ère, une association qui regroupe plusieurs territoires du SMICVAL, le centre de collecte de vos ordures ménagères, pour faire émerger sur notre territoire, dans le cadre de l'économie circulaire. Là aussi, c'est très important. On prend conscience que dans nos ordures ménagères, dans les ordures, là aussi, professionnelles, eh bien, il y a une richesse qui est source de création d'emplois. Et au lieu de tout enfuir, eh bien, on peut recycler. Au lieu d'aller recycler très loin, eh bien, on peut le faire à côté, pas loin, sur une zone d'activité que nous allons dédier, là aussi, en partenariat avec le SMICVAL, pour accueillir ces entreprises. Voilà ce que je voulais vous dire. Alors, l'agriculture, l'énergie, le traitement des déchets, tout cela est un enjeu majeur pour les générations futures. Donc, merci encore pour ce que vous faites, chère Madina, parce que c'est vrai, sans la volonté de votre association, sans la volonté aussi des bénévoles, parce que c'est bien beau, nous sommes là toutes et tous assis, on regarde le maire en train de vous dire 3 petits mots, puis après, bien entendu, les intervenants, mais c'est grâce à la volonté d'une association et surtout de ses membres. Donc, encore à vous toutes et à vous tous de cette association, un grand merci. Alors, en cette journée mondiale des océans, puisque aujourd'hui, c'est la journée mondiale des océans, je suis très heureux d'avoir parmi nous François Gabard, j'allais dire un peu le local de l'étape, mais vous êtes du territoire, donc vous connaissez très bien notre communauté, notre territoire de Saint-Émilion, et je vous en remercie. Donc s'il y en a un
qui peut parler de ce que l'on voit actuellement circuler dans les réseaux sociaux. Je pense que c'est bien vous, cher François. Donc merci encore à toutes et à tous d'être venus en nombre. Bonne soirée. Et puis surtout, vous pouvez compter sur la collectivité pour continuer à vous aider à organiser le 4e Biotope Festival en 2019, année importante pour tout ce territoire, surtout viticole, les 20 ans de l'inscription de son ancienne juridiction au patrimoine de l'humanité au titre des paysages culturels. Merci. Bien, merci Bernard. Bonjour à toutes et à tous. Ravi en tant que président du Conseil des vins, de vous accueillir dans cette salle des Dominicains, ancienne salle chez nous. On sait ce que ça veut dire chez nous ici à Saint-Émilion, puisque c'était autrefois la salle de sport, de lecture, voilà, donc repris par le Conseil des vins, donc, et qui est notre salle de manifestation pour les jurades, pour les assemblées générales, et mis à disposition aussi pour beaucoup de manifestations ici à Saint-Émilion. Donc ravi d'y accueillir François Gabard. Effectivement, avec les hasards du calendrier, aujourd'hui, journée mondiale donc, des océans. C'est un petit clin d'œil amusant. Donc, le Conseil des vins de Saint-Émilion a dès le départ été derrière Biotope Festival. Ça pourrait paraître une gageure il y a 3 ans, d'autant que la viticulture était largement montrée du doigt pour nos actions, nos épandages, voilà, et critiquée bien souvent. Bon, mais je pense que ça a été aussi, d'ailleurs, avec la venue de Nicolas Hulot à l'époque, qui a osé venir en terre viticole, voilà, faire sa conférence. Ça pouvait lui être reproché, mais il a osé le faire. Mais ici à Saint-Émilion, comme on le dit, on n'a pas l'habitude de se cacher dans notre petit doigt. Et tout ce qui est environnement est une chose qui est très importante. Et il y a très longtemps que notre viticulture s'est déjà engagée dans des démarches environnementales avec, je crois qu'il est ici, je l'ai aperçu tout à l'heure, Philippe Bardet, qui est notre responsable et président de la commission technique au CIVB et responsable de la commission technique aussi du Conseil des vins, dans des engagements avec, ici à Saint-Émilion, la première CUMA de traitement des effluents viticoles, la première association de biodiversité avec Tulip. Bon, voilà, beaucoup d'engagements donc, au niveau de notre viticulture. Aujourd'hui, avec, depuis notre dernière Assemblée générale, validée maintenant par les services officiels de la ministère de l'Agriculture et de l'INAO, de l'engagement de notre viticulture, où nous serons 100% de nos viticulteurs engagés dans une démarche environnementale, une certification environnementale également de niveau 2 minimum, voilà, ou biodynamie. Donc on voit qu'on avance. Saint-Émilion fait office un peu de poisson pilote et d'élèves voilà, prodigues aujourd'hui. Voilà, donc on est bien dans l'air du temps et à fond, effectivement, derrière Biotope Festival pour que tout le monde prenne conscience de l'importance aujourd'hui et du futur. Donc, puisque, comme l'a dit aussi Bernard, nous sommes, nous, aujourd'hui, patrimoine mondial de l'humanité au titre des paysages culturels. Mais ça veut dire que ce ne sont pas que les paysages. Notre inscription, c'est par la transmission, c'est-à-dire le savoir. Et c'est cette transmission de génération en génération qui est très importante pour nous. Voilà, et les enfants sont là pour le prouver. Donc, c'est à nous de savoir transmettre donc, ce savoir et ce respect de nos paysages, justement, qui sont classés pour ce respect que nous avons eu depuis des siècles ici à Saint-Émilion. Voilà, je ne serai pas plus long. Je passerai la parole donc à monsieur le vice-président de la région Nouvelle-Aquitaine. Monsieur le maire, monsieur le président, cher Madina, alors chaque année, Madina et l'équipe de l'organisation de ce bel événement me propose de dire quelques mots avant la grande conférence de ce festival. Alors c'est vrai que c'est devenu un peu pour moi un moment un peu spécial, c'est un peu un repère dans l'année, même si cette année c'est plutôt juin qu'octobre. J'attends toujours ce moment avec impatience parce que c'est toujours très agréable d'être là. Et il y a toujours, je ne vous cache pas, une pointe d'appréhension tant les intervenants qui me succèdent à chaque fois ont une vision particulière et pertinente sur le monde. Je dis ça parce que c'est la 3e édition et effectivement à chaque fois que Madina prend contact avec moi, je me dis toujours qu'est-ce que je vais pouvoir dire, ajouter aux propos. La première année de Nicolas Hulot,
l'année dernière d'Éric Orsena et de Titouan Lamazou, cette année de François Gabard et de Guillaume Pitron. Donc il y a toujours cette petite, je me dis, bon. Et surtout que la première année était consacrée aux pesticides. C'est un sujet malheureusement qui fait partie un peu du quotidien de mon mandat d'élu. L'année dernière, c'était effectivement sur l'eau, sujet sur lequel je travaille également beaucoup. Mais cette année, quand Madina est venue au conseil régional et m'a dit « Cette année, le thème sera le cuivre dans tous ses états », je me suis dit, je lui ai demandé de répéter, je me suis dit « Et en fait, ce choix, j'avoue, m'a interrogé au début. Et les jours qui ont suivi, j'ai un peu laissé ma pensée dérouler. Et en fait, j'ai finalement compris que finalement, réfléchir au rapport que l'on a à ce métal, c'est une manière brillante, détournée et très concrète finalement de se questionner sur le rapport que nous, société humaine, on a aujourd'hui au monde, en tout cas en ce début du XXIe siècle. Pourquoi je dis cela ? Parce que et c'est ce qui a été d'ailleurs, c'est le fil rouge du festival, hein, c'est le cuivre, ou les cuivres, c'est évidemment la musique. Et je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, sans laquelle le monde serait infiniment triste. Le cuivre, c'est aussi le transport de l'électricité, énergie sans laquelle le monde occidental ne tiendrait plus que par un fil. Le cuivre, c'est évidemment, et c'est central aujourd'hui, c'est évidemment utilisé dans l'agriculture. Agriculture qui elle-même, ça a été évoqué, est au cœur d'enjeux globaux et vitaux que sont la santé, le climat ou la biodiversité. Le cuivre, c'est aussi une matière première, évidemment en quantité limitée, que l'on extrait également des entrailles de la terre et et ça a des conséquences également sur tous les milieux naturels. Donc évidemment, quand on parle du cuivre, on voit bien qu'on peut parler d'agriculture, d'énergie, de climat, de biodiversité. Et finalement, la relation qu'on entretient avec le cuivre peut donc en dire beaucoup sur notre société et peut-être les temps que nous vivons. C'est pour ça qu'avec le recul, j'ai trouvé que l'idée était extrêmement pertinente. Et finalement, ce métal, le cuivre, nous tend un peu un miroir et avec un peu d'effort, je pense que ça nous permet de poser un peu un regard sur notre époque. Et l'image que l'on peut y voir, c'est évidemment, en toute lucidité, c'est un moment quand même que l'on vit qui est assez instable, qui est caractérisé par évidemment le dérèglement climatique, évidemment l'effondrement des espèces, évidemment une pollution généralisée qui aujourd'hui menace la biosphère, mais même au niveau planétaire, et tout ça c'est un constat que font les scientifiques dans des centaines de rapports. Et ça permet de nous questionner parce qu'on est à la croisée des chemins et vraiment à l'heure des choix. Peut-être comme jamais nous l'avons été. On vit un moment de transition assez inédit et justement qui nécessite de s'extraire et un peu de penser le temps long. Et tout ça, ça veut dire aussi qu'il faut aussi tirer des conclusions du passé. Et quand je lève les yeux et que je vois cette salle, je me dis que c'est aussi cette salle, c'est une invitation, une magnifique invitation à justement essayer de tirer l'expérience de ceux qui nous ont précédés. Vous le savez mieux que moi, puisque vous êtes d'ici, la salle des Dominicains, elle fut construite crépuscule du Moyen-Âge et à l'aube d'une période qui doit justement particulièrement nous intéresser. C'est l'historien qui vous dit ça, mais qui est la Renaissance. Et vous savez qu'il y a certains philosophes et certains historiens justement qui effectivement considèrent qu'il faut se concentrer beaucoup sur cette période de la Renaissance parce qu'elle peut nous apprendre beaucoup de choses sur la période que l'on vit. À l'époque, n'oubliez pas que cette période-là était envisagée, vécue comme à la fin du monde, alors que certains y voyaient simplement la fin d'un monde. Et je pense que c'est ça, aujourd'hui, que l'on vit, et se pencher quelques instants et essayer de comprendre les points communs qu'il peut y avoir entre cette période et la période que l'on vit, je pense que c'est intéressant, et c'est intéressant d'en dire deux mots. Alors, quels sont-ils ? Moi, il me semble que par exemple, il y a quelque chose qui caractérise, c'est la question de la communication et l'accès à la connaissance. La Renaissance a été marquée par une technologie qui a été aussi impactante qu'Internet au XXIe siècle, c'est l'imprimerie mécanisée. Et ça a permis le savoir était dans quelques mains, aujourd'hui il peut se diffuser,
Et ça, c'est très important, je dis ça parce que sur les questions environnementales, par exemple, sur les questions des métaux, sur la question de la transition, on voit bien qu'aujourd'hui, et c'est le politique qui vous dit ça, qu'aujourd'hui, on ne peut plus prendre des décisions de manière verticale parce que justement, la connaissance est diffusée, parce qu'on a les réseaux sociaux, et que prendre une décision de manière verticale qui peut être nuisible à l'environnement, c'est potentiellement s'exposer à de salutaires mobilisations citoyennes. Ça a été le cas des mines, d'ailleurs, et vous en avez parlé aujourd'hui, puisque la Nouvelle-Aquitaine était quand même menacée par pas mal de projets assez désastreux miniers. La Renaissance, et il faut le dire aussi, c'était une période, certes, il y avait Léonard de Vinci, il y avait les peintures flamandes, italiennes, le château de la Loire, mais c'était aussi une période très violente, comme la nôtre. C'était l'Inquisition, c'était l'esclavage, c'était les guerres de religion, et on voit bien que notre période, elle est aussi marquée par cette période à la fois de transition, de créativité, mais aussi de violence. Et je pense que les défis que l'on a là, et dont on va sûrement parler ce soir, ça va être comment on concilie aussi le long terme et le court terme. Et ça me fait penser à une phrase d'Edgar Morin qui dit justement qu'il faut gérer le court terme, mais le risque est de toujours sacrifier l'essentiel pour l'urgence et ainsi oublier l'urgence de l'essentiel. Et ça, c'est très important de garder ça en tête. Ensuite, il y a un autre point commun, et là, je pense que Guillaume Pitron en parlera, c'est qu'effectivement, à la Renaissance, on a découvert que le monde était immense, avec de nouvelles découvertes, etc. Aujourd'hui, on découvre un peu, même si certains l'ont compris plutôt que d'autres, on prend conscience de la finitude du monde et de la limite physique, finalement. Et le cuivre, d'ailleurs, c'est un exemple parmi d'autres où on touche une limite. Et enfin, dernier point, je ne serai pas plus long là-dessus, mais le dernier point par rapport à la Renaissance, c'est, il me semble qu'il y a pas mal de vérités qui semblaient immuables, qui ont un peu volé en éclats. On pensait que la Terre était plate, on pensait que le Soleil tournait autour de la Terre, mais tout ça, ça n'a pas résisté à Copernic ou à Galilée. Et aujourd'hui, je pense, on commettait de terribles erreurs, et je pense qu'on commet les mêmes aujourd'hui en pensant que notre développement économique doit se faire en sacrifiant notre environnement. Et ça, je le dis, moi, avec beaucoup de solennité, c'est que je pense que cette attitude-là sera jugée de manière très archaïque et de manière très sévère par nos enfants. Et il faut je pense qu'on prenne vraiment conscience de ça, parce que la dernière génération qui peut agir avant l'emballement environnemental, c'est bien la nôtre. Donc on a une responsabilité très lourde. Je m'excuse d'avoir fait cette comparaison un peu avec la Renaissance, c'était un peu long, et peut-être je m'en excuse une nouvelle fois, mais je pense que justement le festival Biotope, c'est le moment d'en parler au-delà du lieu, parce que c'est un festival justement, et c'est ça que j'apprécie ici, qui permet d'éclairer le présent et aussi d'explorer le futur. Donc je pense que c'est bien aussi de se remettre dans une perspective un peu plus large, et je finirai mes derniers mots vraiment en insistant sur la fierté pour la région Nouvelle-Aquitaine. Et on sera là l'année prochaine et encore l'année après, évidemment, d'être à vos côtés. Et surtout, je le redis, le plaisir qui est le mien chaque année d'être ici parmi vous. Donc longue vie au Festival Biotope, et merci beaucoup pour votre attention. Bonsoir tout le monde. Je vais peut-être vous inviter à vous asseoir parce que vous êtes restés longtemps. Merci, un immense merci pour cette remarquable introduction qui touche exactement les sujets de l'association dans l'engagement qu'on a et où on souhaite réfléchir aux pratiques actuelles en le mettant en contexte avec le passé et en projetant et en le pensant vers l'avenir. Et on ne pouvait pas rêver d'une meilleure introduction, et c'est pour ça que chaque année, un grand merci Nicolas Thierry de prendre le temps et d'accepter de nous faire une introduction. En fait, ce n'est pas un mot d'ouverture, c'est une vraie introduction sur nos sujets. Un immense merci. Et je tiens à remercier Monsieur le maire et président de la communauté des communes et Monsieur le président du Conseil des vins et évidemment le Conseil régional de nous supporter depuis le début et de nous porter. Ça nous permet de faire nos actions de l'année, sur lesquelles je vais dire 2 mots, mais en fait, Bernard Lauré a déjà réalisé le bilan de nos actions de l'année, puisque le point fort de 2018 a été l'engagement de Mon Resto Responsable, qui est un accompagnement des restaurations scolaires, à s'engager dans une démarche, une vision plus responsable, ce qui est très important,
pour les enfants aussi, le bien manger, mais de le penser dans son environnement, d'où ça vient, comment on le mange, qu'est-ce qu'on mange, quelles conséquences ça a et quelles conséquences ça a sur notre environnement qu'on aura pour plus tard. Monsieur le maire et président de la communauté des communes a lancé cette commission, Mon Resto Responsable, et je l'indique, parce que vous ne l'avez pas dit, mais c'est la première de France. Et durant l'année, il y aura certainement un événement par la Fondation pour la Nature et pour l'Homme pour valoriser les communes, les écoles et les cuisiniers qui sont aussi derrière toute cette démarche. Et on a ajouté à cet engagement des ateliers pour échanger avec les enfants, puisque ce sont les premiers bénéficiaires, pour avoir une interaction sur leur avis de leur restauration scolaire et proposer des jeux, des interactions pour éduquer. C'est un prétexte remarquable, la nourriture, on touche tous les sujets. Alors tu parlais d'histoire, mais c'est vrai que l'alimentation, et on a eu la même sensation pour le cuivre, moi qui suis anthropologue, j'aurais dit c'est hautement anthropologique, puisque ça nous permet de mettre dans le lien historique et d'étudier le comportement et les pratiques et les usages qu'on en fait au quotidien. Et sur ces bases-là, on peut penser les transitions, l'avenir, qu'est-ce qu'il faut modifier, qu'est-ce qu'il faut conserver. Donc c'est ce qu'on a fait cette année, modestement, mais en fait beaucoup plus grandement qu'on ne l'aurait imaginé grâce aux élus de ces communes qui ont saisi ce train et qui avancent très rapidement. Il faut le dire, vous l'avez fait, Florence Gouvernet-Quer a pris un rôle de capitaine à cœur et très active. Et nous avons eu la chance cette année, et ça c'est la nouveauté aussi, d'accueillir des personnes en service civique. Et ça c'est essentiel. Elles ont Laura Hochmann qui n'est pas là ce soir parce qu'elle a eu un poste au Chili, à l'ambassade de France, donc je le signale. Elle a fait un travail remarquable et puis qui est aussi peut-être un très bon tremplin. Je pense qu'elle l'aurait eu de toute façon. Mais on a eu la chance qu'elle participe à notre aventure, et Louise Vilquin, qui est, elle, encore parmi nous, mais pas pour longtemps, pour un mois, et qui ont fait un travail remarquable d'autonomie, et elles ont transporté nos actions d'une manière dont on rêvait. Et je pense que nous sommes tous bénévoles, on y met toute l'énergie qu'on a et qu'on peut, mais ça n'aurait pas été possible d'atteindre cet objectif que nous souhaitions sans leur présence. Et c'est une aventure que nous continuerons. Malheureusement, les services civiques sont courts. Tant mieux pour eux, mais pas pour nous, puisqu'on aimerait les recruter et les garder avec nous, parce que ça a été une très belle aventure. Et nous espérons à la rentrée, et nous augmenterons d'ailleurs, nous avons pour objectif d'avoir 3 jeunes en service civique pour pouvoir répondre à ce nouveau mouvement qui prend de l'ampleur. Alors cette année, le thème ne devait pas du tout être le cuivre. Je vous le dis, et puis ça annoncera l'édition de l'année prochaine. En fait, nous devions traiter cette année du pouvoir des plantes, qui est un sujet qui nous régale d'avance, et il est reporté à l'année prochaine pour la première raison qui est la bonne, mais en fait que nous trouvons absolument parfaite. La première, c'est le syndicat des vins bio qui nous a alertés sur cette question de cuivre dans la viticulture, qui était mis en réflexion au niveau européen pour, il y a des homologations avec la permission ou pas de continuer à l'utiliser. Ce sera l'objet de la table ronde de demain. Et qui a alerté le monde viticole et au-delà de ça, le monde agricole, puisque si on prend l'exemple de la bouillie bordelaise, tout le monde le connaît, même dans le maraîchage à domicile. Et du coup, notre objectif est aussi d'être à l'alerte avec les événements qui se passent au quotidien et qui concernent notre vie sur les territoires. Donc on a décidé de changer le sujet pour traiter celui-ci, pour être toujours à la page de ce qui se passe dans l'urgence. Mais on est habitué puisque la première édition a déjà été faite dans l'urgence en 2 mois. Et c'était un nouveau défi, mais qui nous paraissait crucial. Et de l'avancer au mois de juin, puisque les échanges au niveau européen ont lieu en ce moment et auront peut-être une décision en courant juillet ou octobre. On aura plus d'éclairage demain. Donc ça nous a paru essentiel de se dire qu'est-ce que c'est que ce sujet du cuivre. On n'allait pas traiter que du cuivre dans l'agriculture. Au-delà de ça,
personnellement, la première question qui me venait, d'où vient le cuivre, comment il est extrait, où ça se trouve, pour remettre en contexte, pour pouvoir comprendre ce qu'on fait au quotidien, il faut qu'on puisse le mettre en contexte de façon globale. D'où la première idée de solliciter Guillaume Pitron, et nous sommes vraiment enchantés que vous ayez pu répondre favorablement, parce que depuis que son ouvrage a été édité, il est sollicité partout. Donc on a craint qu'il ne puisse pas faire une escale chez nous. Donc un grand merci à vous. Vous trouverez d'ailleurs son ouvrage et celui de François Gabard à la librairie Madison, qui est là à la fin pour des dédicaces. Je le dis maintenant au cas où j'oublie à la fin. Et nous avons choisi de consacrer ces journées, comme à chaque fois, sur une vision transversale et de traiter le sujet dans toutes les possibilités auxquelles nous pensions. La première était les cuivres, comme vous l'avez évoqué. Donc nous l'avons ouvert en musique, de façon festive. Et puis aujourd'hui, nous avons la chance cette année d'avoir de nouveaux partenaires qui étaient fondamentaux pour nous. Ce sont des lycéens et les écoles primaires. Donc quelques-uns sont là. Les lycéens étaient là cet après-midi. Ils ont fait tout un travail pour présenter justement les sites où on pouvait extraire, comment on transformait les cuivres, son utilisation, son usage, qu'on peut retrouver d'ailleurs à travers des objets qui sont dans la salle en face, où il y a une exposition qui a été réalisée avec des collections privées qui ont été prêtées, qui est magnifique et passionnante. Et cet après-midi nous a mis vraiment dans le concret de ce sujet pour pouvoir bien maîtriser la thématique. Et un sujet qui nous tient à cœur depuis le début, c'est la santé. Quel est le lien entre le cuivre et la santé? Et nous avons eu la chance d'avoir une médecin et anthropologue, Aline Mercant, qui est venue de Grenoble pour nous faire une introduction remarquable. Tout est filmé, vous pourrez les retrouver pour les personnes qui n'ont pas pu y assister. Et l'idée pour amener vers cette soirée, c'était de faire le lien avec le cuivre en tant que minéral. Qu'est-ce que c'est globalement, puisque nous allons avoir une grande conférence sur ce sujet par Guillaume Pitron, sur les métaux rares et surtout cette notion d'extraction et d'exploitation qui est au cœur de tout, puisqu'on utilise au quotidien, mais d'où ça provient, comment c'est utilisé, quelles énergies sont exploitées, tous ces sujets sont essentiels. Donc nous avons souhaité faire un pont avec une introduction sur les notions de mine d'or. C'est ce que tu évoquais tout à l'heure, que notre région a failli avoir une autre histoire, et c'est à nouveau un sujet d'actualité. Donc nous avons fait ce pont. Puis demain, il y aura une très grande table ronde. Alors là, elle peut effrayer, elle est annoncée sur 4 heures. Mais l'objectif, c'est qu'on puisse traiter des sujets pleinement. Elle pourra s'arrêter plus tôt, mais nous avons une douzaine d'experts qui vont se croiser, des chercheurs, des experts viticoles, puisque chacun d'entre vous qui travaillez en tant qu'agriculteur ou viticulteur, vous êtes expert de votre propriété, de votre serre, des œnologues, et qui vont partager leurs connaissances demain, puisque le sujet du cuivre a été rarement traité en tant que tel et de front. Et nous aurons l'opportunité demain d'avoir une magnifique table ronde avec des intervenants passionnants. C'est pour ça qu'on a souhaité ne pas l'interrompre et ne pas faire des sous-groupes. C'était beaucoup plus intéressant de croiser tant la santé humaine qu'avec l'expertise de chimistes, de l'INRA. Tout le monde va se concerter. Et pour ouvrir cette soirée, nous avions invité François Gabard. J'avoue que nous rêvions de l'inviter depuis l'année dernière et c'était impossible puisqu'il était prêt chaque jour à partir pour s'engager dans son grand tour du monde. Il est revenu, heureusement, et nous sommes profondément, enfin en tout cas je suis profondément émue que tu aies pu venir jusqu'à nous. Il a un programme terrible et puis en plus un petit garçon qui est arrivé et c'est complexe et pour nous, c'était fondamental. Il y a dans les actions qui nous portent, l'idée, on veut toujours rester émerveillé. C'est le fort et l'échange qu'on a avec les enfants, on se nourrit aussi de cette énergie. Mais si on n'a pas cet émerveillement, on peut s'user, se fatiguer, les choses sont tellement complexes, on est dans une réelle transition. Ce que tu évoquais aussi, tous les sujets doivent être réétudier, revu, comment on va faire. Il y a beaucoup d'informations qui sont plutôt démoralisantes ou inquiétantes.
Et le but, c'est de trouver l'énergie pour se relancer dans l'aventure, de réinventer. C'est aussi beau de se dire qu'on va réinventer. Pour ça, il faut s'impulser cette énergie d'émerveillement. Et il y a certaines personnes qui sont particulièrement inspirantes et parmi elles, François en fait vraiment partie. Et personnellement, j'avoue que durant ces traversées, que ce soit le Vendée Globe ou le Tour du Monde, j'attendais chaque matin, je me jetais sur les réseaux sociaux pour avoir les nouveautés, les informations, et je passais une journée avec une énergie extraordinaire et une bonne humeur merveilleuse, même s'il y avait des moments très difficiles ou très durs pour nous. Ça fait partie de mes grandes sources d'inspiration. Je pense que pour beaucoup d'autres aussi, et c'est pour ça que nous souhaitions vraiment que tu sois là ce soir. Donc merci énormément. Et je propose peut-être que on commence l'échange pour que vous ayez enfin le temps avec François. On peut se mettre là peut-être. Il y avait des micros. Il y avait des micros, mais je ne les vois plus. Ah ouais, d'accord. Alors, je vais quand même rappeler les records que je suis en train de chercher. J'ai une mémoire de poisson qui était... Voilà. Alors, cet hiver, après le Vendée Globe, dont je pense que vous avez tous entendu parler, il a été vainqueur, mais d'une façon extraordinaire, en dépassant les records qu'on pouvait imaginer. C'est ça qui est fantastique, c'est qu'on pense des records atteints, et François arrive à dépasser les records qu'on croyait pas dépassables. Alors, c'était important, c'est-à-dire que l'impossible est possible. C'est qui donne une idée de tout ce qu'on peut faire plus tard. Alors après ça, cet hiver, comme je disais, nous n'avons pas eu la chance de sa présence parce que, souvenez-vous de Jules Verne, hein, c'était 80 jours. Pardon. Vous m'entendez là? Ah bon? Et là? Ah voilà. Il y avait 80 jours, c'était un mythe, et François a presque fait la moitié, 42 jours, 16 heures, 40 minutes et 35 secondes. On a tous été bouleversés parce que je pense, je ne sais pas, mais tu vas nous le dire, si tu pensais toi-même atteindre un tel record au départ. Et puis, on aurait tous souhaité que tu nous dises, après avoir fait une telle traversée fantastique du Tour du Monde seul, tu dois revenir en étant transformé peut-être dans ton regard, dans ta sensibilité aussi. Et est-ce qu'il y a un lien à ce niveau-là, au niveau de problématiques environnementales? Bonsoir à tous. Évidemment, la première chose qu'on ressent et qu'on vit après un tour du monde et après ce record, c'est justement, je ne partais pas en me disant que je n'allais battre ce record. Ça paraissait impossible. Et c'est intéressant de se dire que finalement, avec un petit peu de travail, beaucoup de travail, un petit peu de chance et de réussite, on arrive quand même à repousser les limites de ce qu'on pensait être possible. Et ça a commencé bien avant moi. Depuis que les gens font de la voile et de la course au large, on va toujours un peu plus loin, toujours un peu plus vite, et c'est une source, je trouve, de motivation, d'inspiration, parce qu'on ne sait pas jusqu'où ça va aller, et ça, je trouve ça passionnant. Ce qu'on se rend compte aussi quand on a la chance de naviguer sur des bateaux comme le trimaran massif qui va vite, c'est que le monde, il est grand, évidemment. Quand on regarde l'océan comme ça, il nous paraît immense, il nous paraît infini, mais il ne l'est pas. Et il n'est pas si grand que ça. Et on parlait de la finitude du monde tout à l'heure, et je pense que ce que j'ai pu vivre cet hiver, c'est probablement cette expérience la plus forte. Si jamais il y a des gens qui ont des doutes sur le fait que la Terre est ronde, la Terre est bien ronde, et on est tous sur cette planète, et cette planète, elle est finie. Et ça, je crois que c'est quand même ce qui me frappe le plus. C'est pas simple de faire le tour du monde, mais on y arrive aujourd'hui, et on y arrive en un peu plus de 40 jours, juste en servant du vent, juste en servant d'un élément naturel. Donc, c'est vraiment ce que je ressens, c'est cette prise de conscience. On le sait, on le voit, on a toujours des maps mondes, des cartes, on comprend bien tout ça, mais finalement le vivre, ça permet de renforcer tout ça et de se dire que la Terre n'est pas si grande que ça. L'océan Atlantique, aujourd'hui, on le traverse en bateau à voile en quelques jours. Et on comprend bien, du coup, de la problématique environnementale, parce qu'on est nombreux.
et il faut vivre en harmonie sur cette planète. Aujourd'hui, donc, c'est la journée mondiale de l'océan. C'est un endroit qui est fabuleux, qui est merveilleux et qui est aussi très fragile. Une des premières attaques de l'océan, c'est les plastiques. Comme vous le savez, il y a énormément de plastique. On en produit, on en consomme et malheureusement, on en jette tous les jours des milliers de tonnes. Et tôt ou tard, ces plastiques, à un moment donné, ils arrivent dans l'océan. Et ça, c'est une des problématiques graves aujourd'hui de la pollution de l'océan. Et ce qui est assez frappant, c'est quand on navigue au milieu de l'Atlantique, quand on navigue dans les mers du Sud, loin de tout, où on se retrouve à voir des déchets plastiques. On a l'impression, encore une fois, c'est vraiment une impression d'être loin de tout, et finalement, on se rend compte que même là, jusque-là, l'humain a un impact, et malheureusement un impact très négatif. Et ce qui est pire, c'est de savoir, parce qu'il y a des scientifiques qui évidemment étudient cela, et c'est de savoir que c'est les microplastiques, c'est-à-dire les morceaux de plastique gros qui se fragmentent au fur et à mesure, qui deviennent de la taille de quelques millimètres. Et c'est ces microplastiques qui sont les plus dangereux pour nous, parce qu'ils sont forcément ingérés par les poissons. Nous, on les ingère aussi un peu plus tard. Et ça, moi, en tant que marin, je ne les vois pas. Je passe au-dessus, on ne les voit pas. Et pourtant, c'est ce qui est le plus grave. Et donc, voilà. Et sur cet exemple très concret des plastiques, on voit bien que l'océan, on pourrait croire qu'en jetant un morceau de plastique sur une plage, c'est tellement grand que ça va disparaître, mais malheureusement, ça ne disparaît pas. Il y a quelqu'un de l'autre côté de l'océan qui, à un moment donné, va le retrouver, ou sinon, ça va s'accumuler au milieu des océans, et puis au bout d'un moment, ça arrivera jusqu'à nos côtes. Voilà, malheureusement, la première réflexion quand j'ai fait ce tour du monde. Je crois que tu avais aussi une expérience d'un problème avec un iceberg que tu as vu apparaître quand tu étais dans le Pacifique. Est-ce que tu peux évoquer, j'imagine, une émotion terrible de découvrir ça, d'une part, et d'autre part, est-ce que c'est révélateur d'une évolution des océans ? Alors l'iceberg, pour essayer d'expliquer un peu comment ça se passe, donc l'Antarctique fond depuis toujours, hein, il y a une équipe qui se crée, il y a de la neige qui arrive, de la neige qui repart. On a la chance aujourd'hui, juste pour expliquer les moyens techniques dont on dispose, on a des observations satellites qui sont de plus en plus précises, qui permettent d'observer les grands icebergs. Quand je parle de grands icebergs, c'est à partir de 100 mètres. Donc ceux-là sont a priori observés par les satellites, et on a accès à ces informations quand on est sur le bateau. Donc on a les gros icebergs, on a la température de l'eau aussi qui est relativement bien connue, et évidemment on évite d'aller dans les zones où il y a des icebergs. Pourquoi ? Parce qu'on n'a aucun système à bord du bateau pour détecter les icebergs devant nous. On peut imaginer, on a les radars, toujours pareil, on arrive à détecter les gros icebergs, mais les plus petits morceaux de glace, les growlers, on n'arrive pas à les détecter, on n'a pas de moyens techniques pour ça. Juste pour bien comprendre, un cube de 1 mètre sur 1 mètre sur 1 mètre de glace, ça fait un peu moins d'1 tonne, ça flotte. Il y a un tiers qui va dépasser au-dessus de l'eau, donc grosso modo c'est minuscule. Vous imaginez les mers du Sud où il y a du vent, où il y a la mer qui déferle, c'est absolument impossible même si on est à l'étrave du bateau, même si on voulait regarder devant, on n'arriverait pas à voir ce type de petits morceaux de glace. Donc on est méfiant et on essaye d'éviter d'aller dans ces zones-là. On arrive à peu près à gérer ce risque-là en croisant la température de l'eau et la détection des gros icebergs. Grosso modo, un gros iceberg, même dans de l'eau chaude, va mettre énormément de temps à fondre. Donc on s'écarte de ces gros icebergs. En revanche, des petits growlers, ces petits growlers d'1 mètre sur 1 mètre, s'ils sont dans de l'eau très froide, ils peuvent vivre très longtemps. Et du coup, il y a des zones où l'eau est froide qu'on évite d'y aller parce qu'on a le risque d'avoir beaucoup de petites zones de glace. Ce qui s'est passé, c'est donc pendant ce tour du monde, moi j'ai la chance d'être routé. Donc sur les records, on a le droit d'être routé. On a une cellule météo à terre qui observe la météo, qui nous conseille sur la trajectoire, qui ont toutes ces observations, toutes ces données qui arrivent. Et on s'est retrouvé au début du Pacifique à devoir, pour des raisons météo, aller relativement sud. Donc je suis allé jusqu'à 60 degrés sud, où il y avait dans cette zone-là absolument aucun gros iceberg.
donc de plus de 100 mètres. En revanche, la température commençait à être un tout petit peu plus froide, mais rien d'exceptionnel. Et on s'était donné à peu près 60 degrés sud comme limite, et je devais rejaibber pour repartir dans de l'eau un peu plus chaude. C'était notre limite, là où on acceptait le risque. Et au moment où j'ai empanné, pile à 60 degrés sud, et quelques minutes après, je suis tombé nez à nez avec un iceberg. J'avais du mal à définir la taille, parce que vu qu'on n'a pas de référentiel, on ne sait pas si c'est un gros iceberg qui est loin ou un petit qui est près. Toujours est-il que moi, je le trouvais relativement gros et dangereux, évidemment, parce que quand on est tout seul dans ces coins-là, on est quand même assez loin du monde. On est loin du secours humain, c'est-à-dire qu'on est à un endroit du monde où il n'y a personne. La terre la plus proche, c'était l'Antarctique, et donc si jamais on a un souci, les secours terrestres humains ne peuvent pas venir en avion. Ils peuvent nous survoler, mais ils ne peuvent rien faire d'autre. Les hélicoptères ne peuvent pas venir. Il n'y a pas de transport maritime parce qu'il n'y a personne. Il y a peu ou pas de pêcheurs. Donc c'est des secours qui pourraient arriver de Nouvelle-Zélande en l'occurrence, et qui mettraient plusieurs jours, une dizaine ou une quinzaine de jours pour venir. Bref, ce n'était pas une situation très confortable. Et ça témoigne, alors ça c'est ce que j'ai vécu, tout s'est bien passé et tout va bien. En revanche, c'est pas grâce à cette observation que je vais vous dire qu'il y a un réchauffement climatique, ça serait complètement faux. Ceci dit, il y a des gens qui font ça très bien, des scientifiques. Et si vous aviez un doute là-dessus, je préfère vous l'ôter. Il y a de plus en plus d'icebergs dans les mers du Sud. Alors c'est pas très grave, ça peut embêter les marins, mais c'est vraiment pas le fond du problème. Et en revanche, le réchauffement climatique, comme vous le savez, on en parle beaucoup, et lui, il est dramatique. Ce que je peux juste dire par rapport à nos records et par rapport au progrès considérable qu'on est capable de faire avec nos bateaux à voile, j'ai évidemment un optimisme énorme sur la capacité de l'homme à aller toujours de plus en plus vite autour de la planète. La seule limite que je me donne à ça, c'est de se dire, est-ce que demain, dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, est-ce que nos enfants auront la chance d'avoir le droit d'aller naviguer dans ces coins du monde ? Je parlais des plastiques auparavant. Alors les petits plastiques, ça ne nous dérange pas trop pour la navigation. C'est dramatique pour le reste, mais pour la navigation, ça ne nous pose pas trop de problèmes. Il faut savoir aussi qu'il y a des containers, malheureusement toujours beaucoup trop. On pourrait faire des conférences sur ce sujet-là. Il y a des milliers de containers qui tombent des bateaux tous les ans. Pourquoi ? Tout simplement parce que c'est compliqué de bien attacher ces conteneurs. Ça paraît bête de dire ça, mais c'est comme ça. Et que pour des raisons de pure rentabilité, pour que vos vêtements, qui probablement ont fait plusieurs tours du monde avant qu'ils soient sur vos épaules ou sur vos jambes, pour pas qu'ils coûtent trop cher, voilà, à un moment donné, il y a des problématiques de rentabilité qui rentrent en compte et qui font que les containers parfois tombent. Il y a des containers qui coulent, qui se retrouvent au fond des océans, qui doivent avoir probablement des problématiques de pollution dans le fond des mers assez graves. Il y a d'autres containers qui restent à la surface de l'eau. Et ça, en revanche, ça pose forcément un danger assez considérable pour la navigation. Et quand on réfléchit à ça, dans les mers du Sud, les conteneurs ou les gros débris, les icebergs de plus en plus nombreux, je me pose légitimement la question de savoir si on pourra naviguer dans ces coins-là en toute sécurité. Et peut-être que les endroits où j'ai eu la chance d'aller naviguer, les mers du Sud, les Kerguelen, le Cap Horn, je ne sais pas si demain, dans les années qui viennent, on pourra y naviguer. Peut-être que les records qu'on bat actuellement, on arrêtera de les battre, tout simplement parce qu'on n'aura plus la possibilité d'aller naviguer là-bas. Encore une fois, c'est pas très grave du point de vue d'un marin, mais ça me montre bien quand même qu'on est en train malheureusement d'attaquer notre planète d'une manière assez considérable et assez irréversible. Oui, ce que tu évoques, c'est finalement, quelles que soient les actions, finalement, le parcours que tu as fait, mais qu'on peut avoir chacun, ça fait le lien avec la vie que chacun a au quotidien. Il n'y a pas un geste qui est anodin. Les impacts, tu le retrouves jusqu'à ce que ta grande traversée dans l'océan, et on doit tous être conscients de l'urgence dans laquelle on est. C'est une évidence, c'est vrai que les conséquences de nos actes
sont lourdes et importantes. Et c'est vrai qu'on n'est qu'un individu parmi des milliards sur cette planète, mais je reste persuadé que l'impact qu'on a tous est fondamental, et les solutions aussi, et ça j'y crois beaucoup. On dit souvent voilà, que tout seul on n'arrivera pas à changer les choses, c'est vrai, mais si on s'y met tous, on peut espérer faire quelque chose. Donc on a tous une responsabilité dans la pollution actuelle et dans l'état malheureusement assez catastrophique de notre planète. Et on a tous une responsabilité, et ça c'est plutôt optimiste et plutôt positif, sur les solutions à trouver, sur les changements qu'on a à opérer pour faire évoluer notre système, faire évoluer notre façon de fonctionner et arriver à vivre d'une manière harmonieuse sur du long terme. Alors, juste encore 2 mots, parce que justement, tu parles d'évolution et de changement. Il y a une révolution quand même au niveau de l'histoire des bateaux, de la navigation. Et c'est vrai que ça fait rêver avec les foils qui sont complètement nouveaux. Peut-être tu peux nous en dire 2 mots, juste parce qu'en plus, ça fait un lien. Dans les objets de cuivre, ce sont pour les premières navigations, tu me contrediras si j'ai tort, mais pour s'orienter, ce sont des objets en cuivre, si je ne m'abuse, et on a tellement projeté sur une évolution et une révolution même. Est-ce que tu peux nous en dire 2 mots ? Alors c'est vrai qu'on avait du cuivre sur les bateaux, aujourd'hui on n'en a pas beaucoup, on a essentiellement du carbone, et c'est vrai que les bateaux ont énormément évolué. Et il y a quelque chose dont je voulais vous parler, parce que je pense qu'on n'en est pas forcément tous bien conscients, c'est la révolution qu'on est en train de vivre, nous marins, dans le milieu de la course, mais aussi dans le milieu du maritime d'une manière générale, avec les bateaux qui commencent à voler. Je trouve que c'est assez extraordinaire, et ça a vraiment un impact énorme sur nos bateaux de course, mais demain sur tous les bateaux qui iront sur l'eau. Grosso modo, depuis plusieurs milliers d'années, l'homme a à un moment compris que si on mettait un morceau de bois dans l'eau, ça flottait, que si on mettait un plus gros morceau de bois, on pouvait éventuellement monter dessus. On a assez rapidement compris qu'en mettant un mât, qu'en se servant du vent, mettant une voile, un safran à l'arrière, on pouvait faire un bateau. On a forcément progressé sur plusieurs milliers d'années, mais le principe même d'un bateau à voile a évolué, mais n'a jamais été radicalement changé depuis la création. Et on parle du vin, et vous en connaissez probablement beaucoup mieux, mais je pense que ça fait pareil, on fait du vin depuis très longtemps, et finalement la façon de faire ce vin a aussi assez peu évolué depuis plusieurs milliers d'années. Et nous, ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui dans la voile, on est en train de vivre une révolution. Pourquoi ? Parce qu'on a commencé à imaginer qu'on pouvait voler au-dessus de l'eau. Alors, c'est peut-être un abus de langage, il y a toujours des éléments du bateau qui touchent l'eau, c'est les foils. Qu'est-ce qu'un foil ? C'est comme une aile d'avion, sauf qu'au lieu de s'appuyer dans l'air, on s'appuie dans l'eau. À quoi ça sert ? C'est donc essayer de créer une force verticale vers le haut pour permettre au bateau, à la coque du bateau, de se dégager de l'eau. Pourquoi on fait ça ? C'est parce qu'on a moins de frottement. Le frottement du foil, de l'aile du bateau dans l'eau est beaucoup moins important que les frottements d'une carène dans l'eau. On a moins de frottement, donc on peut aller plus vite. Donc on a besoin de moins de voiles ou moins de moteurs pour aller à la même vitesse. Et voilà, c'est une espèce de cercle vertueux qui nous permet d'aller beaucoup plus vite. C'est une vraie révolution dans le sens où les conséquences de cette technologie font que les bateaux vont 2, 3, 4 fois plus vite. C'est une vraie révolution dans le sens où le paradigme physique qui fait flotter des bateaux depuis des milliers d'années, qui s'appelle Archimède, disparaît, et aujourd'hui on se sert d'une portance dynamique et donc d'une autre loi physique. Et les conséquences que ça peut avoir sont vraiment énormes. Alors aujourd'hui ça ne concerne que les bateaux de course, que quelques bateaux sur la planète, mais je suis intimement convaincu que tous les bateaux demain, alors ça va pas se faire cet été, je vous rassure, il y a encore quelques années pour opérer cette révolution, mais je pense que ça va aller beaucoup plus vite que ce qu'on imagine et que ça va toucher beaucoup plus de monde que ce qu'on pourrait penser. Pourquoi c'est intéressant ? Parce qu'en fait, on utilise moins d'énergie du coup pour avancer sur nos bateaux à voile. Aujourd'hui, on est capable de tourner autour de la planète en seulement 40 jours juste en servant du vent. Demain,
malgré les limites dont je vous parlais tout à l'heure, je suis persuadé qu'on ira beaucoup plus vite grâce à cette technologie-là. Je suis persuadé qu'on sera capable d'aller beaucoup plus vite sur l'eau, même avec des bateaux à moteur, en utilisant beaucoup moins d'énergie fossile. Et ça, c'est quand même quelque chose de très intéressant. Alors forcément, on peut directement, 6 milliards de personnes qui sont sur la planète ne vont pas sur des bateaux tous les jours. Mais comme vous le savez, on est tous plus ou moins directement concernés par la mer, par le transport maritime. Quasiment tous les produits que vous utilisez, s'ils ne sont pas fabriqués à quelques kilomètres de chez vous en France, ils arrivent par bateau. Et voilà, et cette perspective, cette révolution qu'on est en train de vivre dans la voile et la course au large, elle est, je pense, avoir des conséquences pour nous tous, pour le transport maritime, pour la plaisance, le transport maritime. Et je trouve ça intéressant. Et pour essayer de faire le parallèle avec le monde de la vigne, comme je disais, je pense que ça fait depuis des milliers d'années, finalement, c'est des activités qui sont qui sont presque historiques. Enfin, c'est arrivé à peu près en même temps que l'être humain sur la planète. Et probablement que le monde du vin aujourd'hui est aussi en train de vivre une révolution. On ne sait pas forcément comment ça va évoluer, on ne sait pas comment les choses bougent, mais je reste très positif et on est en train de vivre dans la voile. On ne sait pas exactement comment ça va évoluer, on ne sait pas où on va, mais je pense qu'on va vers des belles choses. Et je suis persuadé que le monde du vin aussi est probablement en train de vivre ces révolutions tout en gardant ses traditions, tout en gardant sa culture, tout en gardant son histoire. Il y a plein de choses à imaginer, plein de choses à inventer pour demain, et je suis persuadé qu'on fera des belles choses aussi dans ce secteur-là dans les années qui viennent. On fait déjà des belles choses, évidemment, et on continuera à faire encore des belles choses magnifiques dans les années qui viennent. Merci François. Merci. Alors, je crois qu'il y a de jeunes enfants qui ont été émerveillés aussi et qui ont quelque chose à t'offrir, qui ont travaillé. Je vais vous proposer de venir sur scène pour offrir à François le dessin que vous avez fait avec vos amis. Vous venez avec nous? Ils osent pas. Si. Et puis évidemment pour Guillaume aussi, hein, bien sûr. Bah oui, parce que tu vas leur faire découvrir beaucoup de choses après. Mais voilà, ils voulaient te remercier pour accompagner les exploits et l'inspiration pour les révolutions à venir. Alors c'est tout un travail qui a été fait à l'école de Saint-Émilion avec les institutrices qui sont dans la salle et on vous remercie parce que c'est vrai que c'est des moments merveilleux qu'il puisse y avoir ces rencontres ensemble. Tu veux pas venir aussi ? Et je vous propose qu'on ait un échange après. Guillaume Pitron va faire sa conférence et puis si vous avez des questions à poser et à François et à Guillaume, on le fera après l'intervention de Guillaume Pitron. Et merci à vous, les enfants, pour tous ces dessins. Bonsoir, je suis infiniment honoré d'être ici, à Saint-Émilion. Je viens à la fois de Paris, mais je viens en voisin parce que la famille a une maison près de Pellegru, Castillon, à une trentaine de kilomètres d'ici. Je m'appelle Guillaume Pitron, j'ai 37 ans, je suis journaliste, je suis réalisateur de documentaires pour la télévision française. Mon visage ne vous dit pas grand-chose, certainement bien moins que tous les visages qui se sont précédés sur cette estrade. Moi, j'ai très humblement écrit un livre qui a été publié tout récemment, en janvier, qui s'appelle « La guerre des métaux rares », préfacé par Hubert Védrine aux éditions Les Liens qui libèrent. Et François Gabard l'a dit tout à l'heure, il a dit « Quand j'ai commencé mon tour du monde, je ne pensais pas que je battrais un record. Moi, quand j'ai commencé à écrire ce bouquin, je ne pensais pas que j'arriverais jusqu'au Biotop Festival. »
Moi, mon métier, c'est reporter. Je suis reporter. Je voyage et je fais ce métier pour être sur le terrain. Pas sur la mer, mais sur le terrain. Enfin, sur un autre terrain. Et je parcours le monde avec toujours une question en tête. Depuis plusieurs années, je me dis, mais de quelles ressources va-t-on avoir besoin pour nos nouvelles technologies vertes, nos nouvelles technologies numériques? Vous savez, on vit une transition énergétique. C'est une transition écologique qui a connu un coup d'accélérateur avec la COP21, les fameux accords de Paris de 2015. Et l'idée fondamentale de cette transition, c'est que nous allons nous débarrasser des ressources fossiles. Plus de pétrole, plus de charbon, il faut se passer du moteur thermique, le moteur à essence, et nous allons aller vers des nouvelles technologies vertes, technologies telles que les panneaux solaires, les éoliennes, les voitures électriques. Et ces voitures électriques, ces panneaux solaires ont besoin également de technologies numériques, c'est ce qu'on appelle l'efficacité énergétique. Ça permet d'améliorer l'efficience de ces technologies vertes. Et grâce à ces technologies, nous allons pouvoir limiter nos émissions de carbone et gagner la bataille du climat. Vous savez, dans la vigne, on vit aussi une transition écologique. On se pose la question de savoir comment se passer des intrants, comment utiliser moins de pesticides, comment utiliser moins de cuivre. Et bien pour cela, il y a également des technologies. Il y a des technologies plus informatisées, plus robotisées, qui permettent de mieux connaître les besoins des plantes, de la vigne, d'adapter le dosage de tel ou tel produit, de telle ressource pour mieux respecter le végétal. Je travaille aussi un peu sur des questions de data spatiale. C'est-à-dire que les satellites aujourd'hui sont capables de prendre une photo depuis le ciel sur la Terre et en fonction de la couleur des sols telle qu'elle est répercutée sur la photo, de dire, eh bien, on connaît la composition du sol et donc on va insister, on va mettre plus d'intrants ici, un peu moins d'intrants là. Donc on est en train d'essayer d'individualiser les traitements et donc c'est pour vous dire que, eh bien, pour cette transition écologique dans la vigne, il faut aussi ces technologies-là. Il y a un point commun entre ces technologies de la vigne, mais aussi les technologies vertes, numériques que nous utilisons au quotidien et que tous les acteurs économiques utilisent, c'est qu'elles ont besoin de métaux. Et elles ont besoin de tas de métaux, et moi je vais vous parler de tous les autres métaux que le cuivre, tous ceux dont il n'a pas encore été question jusque maintenant, et je vais vous parler plus précisément de ces métaux rares. Alors là vous dites, il va nous parler de quoi? Ça va être infiniment rasant, mais en fait je ne vais pas vous embêter, et surtout je vais vous emmener voyager. D'abord, dans la nature, vous avez des métaux abondants. Le cuivre est un métal abondant. L'aluminium, le zinc, le fer, tout cela sont des métaux qu'on connaît. Simplement, dans une mine, vous n'avez pas que des métaux abondants. Vous avez aussi des métaux qu'on appelle rares. Pourquoi est-ce qu'on les appelle rares? Eh bien, c'est parce que ces métaux se trouvent dans l'écorce terrestre dans des proportions infinitésimales par rapport aux métaux abondants. Je vous donne un exemple. Dans une mine, vous avez par exemple du fer, mais vous avez un sous-métal qu'on appelle le néodyme. Eh bien, ce néodyme, il se trouve dans des proportions 1000 fois moindres. 1000 fois moindres. Des métaux rares, vous en avez une trentaine. Alors, si je commence à les réciter, c'est un inventaire à l'après-vert, on fait un peu de poésie. Il y a par exemple du cobalt, vous connaissez le cobalt, mais il y a également du beryllium, du germanium, du vanadium, on peut parler d'antimoine, et puis on peut parler de terres rares. Les terres rares, c'est une classe de métaux rares qui elle-même se subdivise en 15 métaux. Et là, on parle de gadolinium, lutécium, samarium, etc. Je vous dirai pour la diapo, là c'était un peu tôt. En tout cas, laissons celle-ci parce que je vais vous expliquer pourquoi ça c'est important. En tout cas, ces métaux sont plus en plus, donc ces métaux sont rares au sens géologique du terme. Ils sont chers. Ils valent pour certains 1000 fois plus que d'autres métaux abondants. Les marchés sont restreints et puis ces métaux sont critiques. Et c'est pour ça que ce tableau est important. J'espère que vous le voyez bien, mais de toute façon, je vais vous le commenter. En fait, ça, c'est un tableau de la Commission européenne. La Commission européenne, tous les 3 ans, met à jour une liste des métaux qui, géologiquement, ne sont pas rares, mais on a tellement besoin de ces matières premières qu'en fait, on risque d'en manquer. Il y a une tension sur les approvisionnements, et c'est là qu'apparaît la notion de criticité. D'où cette liste de 27 matières premières. Il n'y a pas que des métaux dedans, hein. Vous avez vu, je vois par exemple qu'il y a du caoutchouc, c'est pas du métal, le hafnium, c'est un gaz, mais majoritairement ce sont des métaux. Je fais une incise. On remarque quoi? On remarque que d'abord, le caoutchouc, sur la gauche, ça commence à devenir problématique. Parenthèse, mais c'est intéressant de se dire que dans notre âge de rareté, il y a beaucoup ici la question de rareté jusque-là, on pourrait manquer de caoutchouc. On va peut-être manquer de silicium. En bas à droite, le silicium, le sable, c'est quand même ce qu'il y a de
quasiment plus abondant sur Terre. Mais parce que nous avons besoin de silicium, de ça pour la construction, eh bien en fait, même ce qu'il y a d'abondant devient finalement tendu, critique sur les marchés. Les autres métaux, c'est ceux dont je vous ai parlé. Beryllium, barite, space-fluor, qui n'est pas un métal, qui est une ressource minière, mais terres rares légères, terres rares lourdes, etc. etc. Ces métaux sont devenus indispensables pour nos technologies quotidiennes. Diapositive. On les utilise dans les voitures électriques. Si je devais choisir une seule technologie verte qui est emblématique de notre transition aujourd'hui, c'est bien la voiture électrique. Eh bien, ce tableau vous montre finalement toutes les terres rares, cette classe de métaux rares qu'on utilise dans les technologies de la voiture électrique. On en a besoin pour les pare-brises, on en a besoin pour les batteries, très important dans les batteries des voitures électriques, d'avoir du graphite, d'avoir du cobalt, très important dans les moteurs des voitures, d'avoir du néodyme. C'est une terre rare. Les aimants de néodyme, en fait, les aimants, c'est ce qui permet de faire tourner le moteur. C'est ce qui remplace le piston. Et l'avantage d'un aimant de terre rare, c'est qu'il n'y a pas besoin de combustible. Donc on ne brûle pas de combustible en roulant. Et c'est ça la transition énergétique. On crée du mouvement avec des matières premières minérales qui n'ont pas besoin de se consumer et donc qui ne rejettent pas de CO2 dans l'atmosphère. Madame fait un geste, je vois qu'il y a une chimiste ou une physicienne dans la salle. En tout cas, c'est ce qui permet à la transition énergétique. On ne rejette plus de CO2 en se déplaçant. Diapositive. Il n'y a pas que des métaux rares dans les voitures, il y a des métaux rares dans les téléphones portables. Il y en a partout. Alors vous voyez, là, il y a plein de métaux dans ce dessin. Alors, vous ne voyez pas forcément très bien, mais on trouve des métaux abondants, par exemple du fer, de l'aluminium. On trouve du cuivre, d'ailleurs, il est noté là. Et puis, on trouve également ces petits métaux rares. Juste un exemple, votre téléphone portable, rappelez-vous, avant Steve Jobs, avant Apple, il fallait appuyer sur les touches pour envoyer des SMS. C'est vachement bien d'avoir un écran tactile sans avoir à appuyer sur des touches. Eh bien, si l'écran est tactile, c'est parce que sur l'écran, il y a ce qu'on appelle de l'indium. L'indium, I-N-D-I-U-M, c'est un métal rare qui, sous forme de poudre, recouvre vos écrans et rend l'écran tactile. On ne pourrait pas se passer d'indium. En fait, vous et moi, nous ne pourrions pas vivre une heure sans métaux rares. Toute notre journée, nous sommes tributaires dans nos vies connectées, branchées, technologiques, vertes. Nous sommes absolument tributaires de ces matières premières. À l'instant où je vous parle, à l'instant où vous m'écoutez, nous avons tous des métaux rares sur nous. Diapositive. Alors, cette diapositive, pour faire un petit détour, ça c'est merveilleux, c'est génial, on se dit, bon ben voilà, on va vivre un âge plus vert, mais moi je suis journaliste, je me pose la question, je me dis, mais d'où viennent ces matières premières au fond? Où est-ce qu'on va aller les chercher? Parce qu'il faut bien des mines pour tout ça. Est-ce qu'il y a des coûts pour les hommes et pour l'environnement d'aller sécuriser l'accès à ces métaux? Et là, je vous emmène en Chine. Et je me trouve en Chine il y a 2 ans, et il y a 2 ans, je me trouve dans le sud de la Chine, dans la province du Jiangxi, pas loin de Hong Kong, dans les mines de métaux rares et plus précisément de terres rares. Alors, il faut s'enfoncer assez longtemps et assez loin dans la campagne, une campagne absolument magnifique avec des pins de sucre recouverts de palmiers et de lotus pour aller jusque dans les zones minières, souvent illégales, gros marché illégal noir de terres rares, et pour pouvoir me retrouver nez à nez avec du marché noir, de l'extraction illégale de ces matières premières. Mais surtout, ce que je comprends, c'est que les gens parlent là-bas des terres rares comme d'un poison. Ils disent c'est un poison. Parce que comme vous le comprenez, il y a 1000 fois moins de néodyme que de fer dans l'écorce terrestre. Donc pour extraire 1 kg de néodyme, il faut faire les mêmes efforts, toutes choses égales par ailleurs, que pour extraire 1 tonne de fer. Donc il faut 1000 fois plus d'efforts, si je puis dire. Donc il faut creuser 1000 fois plus. Donc imaginez ce que ça peut représenter une mine quand il faut faire 1000 fois plus d'efforts pour extraire la même quantité de matière. Les gens disent c'est un poison parce qu'en plus, naturellement, il faut ensuite les raffiner. Et puis pour les raffiner, parce que le minerai, quand vous l'avez extrait, il faut le séparer des autres minerais, de la roche. Donc on va utiliser des acides. On va avoir besoin d'eau mélangée d'acide pour ensuite pouvoir faire cette étape de raffinage. Qui dit raffinage, donc dit acide. Les acides, ensuite, on en fait quoi de cette eau acidifiée avec des rejets de métaux lourds? Elle ne passe pas par les usines de traitement en Chine. Elle part directement dans les sols, dans les rivières. Donc ça pollue tout. Donc après, on ne peut plus faire pousser de culture après cela. Les sols ne sont plus fertiles. Ce que je vois là, c'est pas grand-chose par rapport à ce que je vois plus au nord de la Chine, en Mongolie intérieure. Et là-bas, c'est carrément l'enfer de Dante. C'est-à-dire que ce sont des lacs de rejets toxiques
C'est-à-dire qu'à perte de vue, il y a devant moi des lacs dans lesquels on rejette toutes les eaux usées de ces usines de raffinage. Il y a autour des villages du cancer, c'est comme ça qu'on les appelle. Les gens disent qu'ils vivent dans des villages du cancer parce qu'ils savent, ils comprennent le lien direct entre cette activité minière, l'extraction et le raffinage, et l'impact que ça peut avoir sur leur santé avec des taux de cancer anormalement élevés par rapport au taux de cancer moyen dans le reste du pays. Et là, je me dis, mais je sais pas, j'ai fait quelques années d'études, je lis les journaux, comment ça se fait que je ne le sache pas? Comment ça se fait que j'apprenne ce paradoxe qui est une claque, double paradoxe, un, pour faire du propre, il faut faire du sale, donc les technologies propres ont besoin de métaux dont l'extraction est sale, et les énergies renouvelables ont besoin, pour être exploitées, de matières premières qui ne sont pas renouvelables. Donc ce double paradoxe me saute aux yeux, je me prends une baffe et je me dis pourquoi je ne le sais pas. Et pour répondre à cette question, cette fois-ci, je vous emmène aux États-Unis. Aux États-Unis, en Californie, où je me rends, c'était un peu plus tôt qu'en Chine, mais je me rends là-bas il y a quelques années, à la frontière entre le Nevada et la Californie. Là-bas se trouvait la plus grande mine de terres rares de la planète. Cette fameuse classe de métaux rares, probablement les plus stratégiques de tous les métaux de la transition énergétique. C'était un groupe minier, Molycorp, qui exploitait les terres rares et était le leader mondial des terres rares. Les Américains vendaient le plus de terres rares à la planète. Simplement, les problématiques environnementales, et là-bas, vous l'avez compris, c'était très très sérieux. Les gens ne voulaient plus les riverains ne voulaient plus de ces activités minières. Les autorités fédérales n'en voulaient pas non plus. Et donc Molycorp, finalement, l'entreprise ferme la mine dans les années 90. Au même moment, il fallait raffiner ces terres rares. Et qui raffinait ces terres rares? C'était les Français. C'était les Français, et c'était plus précisément le groupe chimiste, le chimiste qui s'appelait Rhône-Poulenc, aujourd'hui Solvay. Rhône-Poulenc avait une usine à La Rochelle, et dans cette usine, on purifiait 50%, la moitié des terres rares pour la transition énergétique qui allait arriver. Même problématiques environnementales, il fallait purifier le minerai qui était séparé du thorium et de l'uranium, donc ça générait de la radioactivité. Les riverains étaient un peu terrorisés, disaient que Rhône-Poulenc était une usine atomique, que ça allait péter. Rhône-Poulenc n'a pas respecté toutes ses obligations environnementales, les autorités municipales ont mal communiqué, les riverains ont été mal informés, et finalement Jean-René Fourtou, à l'époque, le PDG de Rhône-Poulenc, a dit « on va fermer cette mine, en tout cas une partie des activités les plus polluantes, on va ouvrir une co-entreprise, une joint venture avec les Chinois, et on va tout envoyer en Chine ». Au même moment, en Chine, dans les années 80, on sort juste du maoïsme. Et les Chinois nous disent, vous savez, Mao, ça ne s'est pas très bien passé. Enfin, ils ne le disent pas comme ça, parce qu'ils ne veulent pas perdre la face, mais ils nous font comprendre que maintenant, ce n'est plus l'agriculture, mais c'est l'industrie, et on va tout mettre sur l'industrie. On a des réserves de terres rares, on en a plein. Et donc, eh bien, nous allons vous fournir ces matières premières, terres rares, molybdène, antimoine, tungstène, beryllium, toutes ces matières premières, la majorité de ces matières premières que je vous ai montrées tout à l'heure, on va vous les fournir pour vous. Et nous, on s'est dit, mais c'est génial. On est dans un paradoxe, on a besoin de ces matières premières, mais en même temps, on a des réglementations environnementales plus strictes. Et là, il y a quelqu'un qui se propose finalement de nous sortir de cette quadrature du cercle et de nous fournir ces matières à bas coût, propres, purifiées, pour que nous puissions dire que nous sommes respectueux de l'environnement. Donc le monde, nous avons organisé, nous sommes répartis les tâches de la transition énergétique. Il y en a qui produiraient les matières et qui saliraient leur environnement pour produire la matière. Et de l'autre côté, eh bien, nous pourrions leur acheter les matières premières brutes, purifiées, je veux dire, et pouvoir dire, regardez, nous mettons ça dans nos technologies vertes et nous sommes propres. En fait, le monde s'est un peu organisé entre ceux qui sont sales et ceux qui font semblant d'être propres. Simplement, c'est bien de dire ça, mais qu'est-ce qui se passe quand on donne à un pays le monopole de la production de matières premières stratégiques? Là, on pense au pétrole. Vous vous rappelez, on vit toujours dans cet âge-là où l'OPEP, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, sont 14 pays qui tiennent 40% de la production mondiale de pétrole, et on scrute régulièrement les décisions de l'OPEP parce que ça fait baisser ou monter les prix du pétrole. Mais là, on se retrouve avec un pays qui tient toutes les ressources. Slide. Et cette carte est très, très
très intéressante. Alors encore une fois, vous êtes un peu loin, mais je vais vous la commenter. Tous les 3 ans, la Commission européenne met à jour la carte des pays producteurs de ces matières premières rares qui sont le pétrole de notre transition énergétique, le pétrole de nos téléphones portables. Qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit, si on prend par la gauche, que les États-Unis produisent beaucoup de beryllium, indispensable pour l'électronique. L'Afrique du Sud, en bas, produit beaucoup de platinoïdes, de l'indium. J'ai parlé de l'indium tout à l'heure pour les fameux téléphones portables. La France produit du hafnium, qui est un gaz, en majorité, 43%. La République démocratique du Congo, au milieu, produit la majorité de la production de cobalt, indispensable cobalt aujourd'hui pour les batteries des voitures électriques. Continuons un peu plus sur la droite, la Russie est importante, et puis à ce moment-là, vous voyez, c'est la Chine. La Chine produit la majorité de toutes ces matières premières. Elle produit 87% de l'antimoine, 84% du tungstène. Je ne vous ferai pas la liste, mais vous avez compris, elle est majoritaire, elle a une production prépondérante, voire monopolistique sur l'ensemble de ces matières premières. En 1992, Deng Xiaoping visite une mine de terres rares et aurait dit, le Moyen-Orient a le pétrole, la Chine a les terres rares. Vous avez compris le message. La Chine commence à se dire, mais en fait, on a un tel avantage qu'on va s'en servir pour notre industrie, comme levier de notre développement industriel, et pourquoi pas comme un levier géopolitique. Et d'ailleurs, au début des années 2000, les acheteurs français occidentaux de ces matières premières, dont ils avaient laissé la production à la Chine, eh bien, ces acheteurs commencent à remarquer que la Chine baisse ses exportations. La Chine vend de moins en moins de terres rares. Elle vend de moins en moins de tous les métaux rares. Et là, ça commence un peu l'affolement. On se dit, mais tous les ans, ça baisse. La production, les exportations ont été divisées par 2 depuis 10 ans. Jusqu'à un embargo en septembre 2010, la Chine et le Japon ne sont pas en très bons termes. Ils se fâchent régulièrement autour d'îlots perdus en mer de Chine méridionale. Et la Chine, en septembre 2010, pendant 6 mois, cesse complètement d'exporter des terres rares, embargo sur les terres rares à destination du Japon et des États-Unis. Ça fait même monter Hillary Clinton et Obama sur le perron de la Maison-Blanche pour parler du problème. Et là, les Chinois nous apprennent quelque chose. Ils nous disent, finalement, vous savez, ça ne va pas se passer comme d'habitude. Vous, les Occidentaux, vous pensez que, un peu comme des anciens colonisateurs, que vous allez pouvoir venir dans un pays un peu plus pauvre, prendre la matière, l'apporter sur votre territoire, conserver la valeur ajoutée de la matière, et puis que ça va continuer à se passer comme ça. Et en fait, la Chine nous dit, mais ça, c'est terminé. Nous, on va garder la matière pour nous. On va la garder pour nous parce que nous, on a des industries du téléphone portable, des industries des éoliennes, des industries de la voiture électrique, et nous, on a besoin de ces matières premières. Donc en fait, on va arrêter de vous vendre ces matières premières. Et là, vous avez 2 choix. Premier choix, vous restez chez vous, et puis vous n'aurez plus de matières premières, ou moins, ou alors vous venez chez nous, et là, vous aurez accès à la matière première. Mais si vous venez chez nous, vous venez avec vos industries, vous venez avec vos emplois, vous venez avec votre laboratoire de recherche et de développement, votre technologie, votre savoir-faire, vos brevets. Et nous, les Chinois, on va apprendre, on va réinnover, on va co-innover. C'est-à-dire qu'on va prendre vos brevets, on va changer 3 virgules et on va mettre un tampon chinois et on va dire que c'est notre technologie. Et on va progresser très vite. Et nous, les Occidentaux, nous avons un peu trop pensé peut-être que nous aurions toujours une avance, une éternelle avance technologique sur toutes ces technologies-là et que finalement, la Chine, ce serait toujours l'empire des textiles et du jouet. Et qu'en nous concentrant sur l'aval, eh bien, et en laissant l'amont, le broyage du caillou à des pays plus pauvres, eh bien, nous, on pourrait toujours conserver 30 ans d'avance. Sauf que la Chine, en fait, progresse vachement vite. Et quand j'étais en Chine, j'en parlais avec des observateurs qui disaient, mais en 10 ans, ils ont fait des progrès absolument considérables. Ils sont en train de nous rattraper sur toutes ces technologies vertes et numériques. Puisqu'ils ont le minerai, eh bien, ils ont l'industrie. Ils remontent sur la chaîne de valeur et ils se rendent non seulement maîtres du minerai, mais maîtres des technologies. Et par exemple, la Chine aujourd'hui est un pays très pollué. Mais ce n'est pas seulement un pays très pollué, c'est aussi le premier géant vert de la planète. C'est le premier producteur d'éoliennes, c'est le premier producteur de panneaux solaires, c'est le premier producteur de voitures électriques. C'est en train d'être le grand gagnant de la transition énergétique. Il est le grand perdant d'un point de vue écologique, mais sur le plan économique, il est en train de devenir gagnant parce qu'il a réussi à capter les emplois. Et donc, qui contrôle la matière première, eh bien, contrôle l'industrie. Et tout d'un coup, on se travaille en Occident en se disant, mais c'est quand même un truc de dingue. C'est-à-dire qu'en fait, on a pensé cette transition hors sol, on l'a pensée de tous les angles, sauf sous l'angle de la matière.
On a pensé que cette matière serait infiniment disponible, on réalise que non, et on réalise que, faute d'avoir la matière, eh bien en fait, la Chine, qui est en train de devenir la grande puissance du XXIe siècle, est en train d'être plus en avance que nous sur, par exemple, juste un exemple, la voiture électrique. La Chine est plus en avance que nous sur la voiture électrique. Aujourd'hui, si des plus gros producteurs, grands fabricants, entreprises fabricantes de voitures électriques au monde sont chinoises. Donc c'est vous dire à quel point on risque de se faire disrupter. Est-ce qu'on peut mettre la prochaine diapositive? Alors, cette diapositive, c'est une diapositive qui représente notre consommation depuis 100 ans. Donc on ne va pas rentrer dans les chiffres, on ne va pas rentrer dans les couleurs, mais je vous invite juste à comprendre la dynamique. Vous avez compris que tout est exponentiel. On a besoin de plus en plus de métaux pour tout. Il ne faut pas compliquer, à un rythme de 3% de croissance du PIB mondial par an, eh bien, tous les 15 ans, ça fait un doublement du PIB. Donc ça veut dire qu'à ce rythme-là, dans 15 ans, donc nous sommes en 2018, en 2033, nous aurons besoin de 2 fois plus de métaux. Sauf que le rythme d'exploitation des terres rares, ce n'est pas 3%, c'est 15% par an. Donc c'est vous dire à quel point cette production est exponentielle. Prochaine diapositive. Ce tableau ne ressort pas très bien là où vous êtes, je suis désolé, mais je vais vous le commenter. Ce tableau a été fait par des Allemands et il nous dit, pour toutes les matières qu'on voit à gauche, eh bien, entre 2013 et 2035, ce tableau date de 2013, je vais vous dire quelle va être la production probable, la demande, le marché d'ici 2035. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que, en fait, tout est exponentiel. Nous aurons besoin de 4 fois plus de terres rares, 6 fois plus de germanium, 9 fois plus de scandium, 24 fois plus de cobalt, 180 fois plus de lithium d'ici 2035 que par rapport à 2013. Donc c'est vous dire à quel point ces besoins sont absolument exponentiels. Et là se pose la question, mais on va aller les chercher où ces matières premières? Parce qu'à un moment, qu'on le veuille ou non, c'est l'âge que nous embrassons tous d'un seul homme. Nous avons envie de ces technologies, mais elles nécessitent un tel tribut à la Terre, elles exigent un tel tribut de la Terre, que de toute façon, il va bien falloir ouvrir des mines. Diapositive. Alors j'ai une bonne nouvelle, c'est qu'en fait, des terres rares et des métaux rares, c'est pas si rare. En fait, on en trouve partout. En fait, les terres rares, c'est beaucoup plus abondant dans l'écorce terrestre que l'or et l'argent. Et ce tableau, cette carte, nous montre en fait, selon les couleurs, quels sont les projets d'extraction de terres rares dans le monde aujourd'hui. Et comme vous voyez, eh bien, en fait, on pourra en extraire dans des tas d'endroits au monde pour échapper à l'emprise chinoise. Et donc la question se pose aujourd'hui pour nous de nous dire, mais puisque nous avons besoin de ces matières, puisque nous ne voulons pas dépendre de la Chine, eh bien, il faut sécuriser nos approvisionnements en les diversifiant, en allant finalement répartir le risque auprès de plusieurs producteurs potentiels, en Afrique du Sud, aux États-Unis, en Amérique latine, en Australie, grands producteurs de terres rares, et de la sorte, eh bien, l'emprise chinoise sur nos modes de vie économiques serait moins forte. C'est là que c'est intéressant de parler des océans, parce qu'il y a plein de terres rares dans les océans. En janvier, le Japon fait une annonce fracassante. Il annonce qu'il y a des considérables réserves de terres rares qui dorment au fond de l'océan Pacifique dans sa zone économique exclusive et que si le Japon voulait aller ratisser le fond des océans pour aller en extraire ce qu'on appelle des nodules polymétalliques, eh bien, il le pourrait et il aurait 800 ans de consommation intérieure devant lui. Et là se pose la question de l'appropriation des océans. Jusqu'en 1945, les océans n'appartenaient à personne. Et puis, à partir de 1945, on a commencé à se dire, mais les océans qui se trouvent là, la bande de terre qui se trouve devant ma côte, c'est ma zone économique exclusive. Et un droit international a commencé à se fabriquer, à se muscler, à être stimulé pour en fait que chaque État puisse revendiquer quelques miles, puis quelques miles en plus, puis quelques miles en plus, devant sa porte, si je puis dire, devant ses côtes. À l'arrivée, aujourd'hui, 40% des océans sont une zone économique exclusive d'un État, et on conjecture que dans quelques années, ce sera 57%. La France est très bien positionnée. La France a un territoire maritime qui est le deuxième plus grand territoire maritime de la planète, 11 millions de kilomètres carrés, juste derrière les États-Unis. Pourquoi ? Parce que, madame me regarde avec des yeux, mais oui, mais parce qu'en fait, nous avons des petits confettis d'empire partout, un peu de Tahiti ici, un peu d'île Kerguelen là, etc. Et donc, si on multiplie toutes les ZEE océaniques autour de ces morceaux de monde,
émerger, et bien finalement ça fait que la France a un gigantesque territoire maritime, et ça veut dire qu'elle peut tirer profit de l'économie bleue, comme on dit, l'économie des océans, et ça veut dire qu'elle va pouvoir peut-être aller chercher des métaux rares, notamment proches de Tahiti. Mais tout cela pose une question fondamentale. Ça veut dire qu'au nom de cette sobriété dans nos modes de consommation, qui est l'ADN de la transition énergétique, il va falloir qu'on repousse le domaine de la mine, qu'on aille extraire toujours davantage de matières premières, toujours plus loin, qu'on repousse ce domaine de la mine, qu'on peut-être brise des tabous, je veux dire, toucher aux océans, toucher à l'espace. Il y a des métaux rares sur les astéroïdes, ce sont des tabous. Or là, eh bien, en fait, c'est la limite, la frontière que nous sommes en train de franchir pour pouvoir aller extraire les ressources qui sont indispensables à cette idée que l'on se fait, en tout cas dans les mots, de cet nouvel âge de sobriété énergétique. Vous voyez ce paradoxe, je pense qu'il faut vraiment avoir conscience de la... En fait, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Finalement, nous aboutissons à la situation, au résultat inverse à celui qui était originellement recherché. Prochaine diapositive. Alors, forcément, on se pose la question de la pénurie. Le tableau est un peu loin, mais je vais vous le commenter. On se dit, mais à ce rythme d'exploitation-là, peut-être qu'on va manquer de ces métaux. Et là, vous avez des études très sérieuses qui ont été produites par les Américains et qui disent, à ce rythme de consommation de métaux-là, eh bien, on manquera d'antimoine dans 4 ans, entre 4 et 12 ans. Et puis, l'étain, ce sera entre 8 et 17 ans. Alors, je cherche le cuivre là-dedans. Pour moi, le cuivre, je crois que c'était 40 ans. Il est là, il est un peu au-dessus, cuivre entre 16 et 37 ans. Donc à ce rythme de consommation du cuivre aujourd'hui, pour nos besoins, peut-être un peu moins de cuivre dans la vigne, mais plus de cuivre dans les technologies, parce qu'il faut du cuivre notamment pour les câbles, par exemple, qui traversent les océans pour l'Internet. Il faut des cuivres pour relier les éoliennes au réseau électrique. Eh bien, à ce rythme-là, le cuivre, c'est entre 16 et 37 ans. Rassurez-vous, on parle des réserves rentables. C'est-à-dire que la rentabilité, ça évolue tous les jours. Ça évolue en fonction des technologies, ça évolue en fonction du prix du minerai. Donc, vous savez, c'est comme le pétrole. Le pétrole, ça fait 40 ans qu'on n'en a plus que pour 40 ans. Donc, c'est pareil pour les métaux. On peut encore imaginer qu'on va continuer à repousser les domaines du possible. Donc, vous avez une course de vitesse qui est engagée. La course de vitesse, c'est d'un côté, les ressources s'amenuisent, il faut creuser toujours plus profond, il faut aller chercher ces métaux toujours plus loin, peut-être dans les océans, mais d'un autre côté, les technologies évoluent et on s'en remet un peu aux technologies. On se dit, non mais c'est bon, les technologies, ils vont se débrouiller, dans les labos, ils vont être super forts, et en fait, ça va passer. Et on croise les doigts très fort. Donc, voilà la problématique de pénurie qui se pose. Tout à l'heure, on parlait de renaissance. Moi, je pose une question dans mon livre, je me dis, mais nous sommes dans une nouvelle renaissance, au fond. Nous sommes à un âge où nous sommes en train de complètement réinventer le monde et aussi la façon de communiquer, mais y a-t-il une renaissance sans matière première ? Christophe Colomb aurait-il découvert l'Amérique s'il n'y avait pas de bois pour fabriquer ses bateaux ? Ces 2 caravelles qui l'attendaient à un port andalou. Donc, à un moment, c'est bien de penser cet âge technologique, c'est bien de penser aux merveilleuses promesses qu'il nous offre, mais il faut absolument penser à la matière première qui est nécessaire. Je vous rappelle que si la Méditerranée, faisant un peu d'histoire, et c'est Braudel qui le raconte, a cédé sa place de première zone maritime au profit de la mer du Nord, c'est parce qu'il n'y avait plus de commerce de bois, parce qu'on avait coupé tout le bois dans la zone du pourtour méditerranéen, et qu'à un moment, eh bien, il y avait d'autres zones commerciales qui se sont substituées à la Méditerranée. Donc la matière première, souvent on oublie un petit peu l'importance fondamentale de la matière dans nos modes de vie économiques et dans nos modes de fonctionnement technologiques. La prochaine slide, s'il vous plaît. Alors, naturellement, je vous dresse un tableau qui est assez sombre. Moi, je ne viens pas de l'écologie, je ne viens pas de ce monde-là. Je ne suis pas militant. Je n'ai pas milité dans un parti quel qu'il soit. Je n'ai pas milité dans une ONG. Je suis un journaliste et tout ce que je vous rapporte, ce sont des faits qui sont sourcés 20 fois par tous les scientifiques de la planète. Et je suis le premier étonné parce que je découvre au fur et à mesure que j'avance dans mon enquête, parce que je me retrouve face à des chiffres qui sont complètement paradoxaux par rapport à l'appréciation originelle que je pouvais avoir de cette transition. Néanmoins, il y a plein de solutions et je voudrais pour terminer insister sur ces solutions. D'abord, je pense en fait que, d'abord je voudrais, avant de vous évoquer les solutions, peut-être que nous passions par une phrase que je trouve absolument merveilleuse et que nous la méditions, qui est une phrase d'Albert Einstein. Einstein a dit « On ne règle pas un problème avec les modes de pensée qui l'ont engendré ».
Et là, quand je vois tout ça et que je me le répète et que je vous le répète ce soir, je me dis, mais est-ce qu'on n'est pas en train d'essayer, nous ne sommes pas collectivement en train d'essayer de régler le problème en utilisant exactement les mêmes modes de pensée qui l'ont engendré? Est-ce que nous ne sommes pas dans une logique de gaspillage de la matière? Et j'y reviendrai. Est-ce que, finalement, en pouvant se dire que les technologies sont plus efficientes, ça ne nous pousse pas à consommer davantage? Je ne suis pas décroissant, je ne suis pas insoumis, mais ce mot de croissance verte me gêne quelque part. Est-ce qu'on peut faire de la croissance verte? Ce mot de sobriété abondante quelque part, ou d'abondance sobre, est bourré de contradictions. Tout ce système-là me semble truffé de contradictions, d'indébrouillables contradictions, et on voit bien que derrière la question des technologies se pose la question de nos modes de consommation. Nous pensons cette transition comme étant une transition technologique, par la grâce d'une simple technologie verte ou d'une technologie numérique qui rendra nos modes de consommation énergétique un peu plus efficients. Eh bien, on pense que ça va tout régler et qu'on va gagner la bataille du climat. Mais ce technologisme, cette croyance-là, est complètement fausse selon moi. S'il y a un progrès technique, mais qu'il n'y a pas de progrès humain, s'il y a un saut technologique, mais qu'il n'y a pas un saut de conscience, comment pouvons-nous vraiment être sûrs d'y arriver? J'en parlais hier avec Corinne Lepage à une conférence qui disait la transition énergétique, c'est une transition dans nos têtes, c'est une transition culturelle. Et cette transition culturelle oblige, je pense, à se poser la question de la rationalisation de la matière. Nous gaspillons la matière, nous en utilisons trop. Si on ne la rationalise pas, on va un jour devoir la rationner. Personne n'a envie de se rationner. Donc comment est-ce qu'on rationalise? Eh bien, d'abord, il faut, je pense, tout recycler. Aujourd'hui, on recycle très peu de ces métaux rares, et ce tableau-là, en fait, nous explique pourquoi et comment. En rouge, c'est ce qu'on recycle à moins de 1%. En rouge, on voit tout en bas les 15 terres rares dont je vous ai parlé, plus pas mal de métaux rares. Bon, ce qui ressort en majorité de ce tableau, c'est quand même la couleur rouge, pas mal de bleu sur les métaux abondants, mais c'est vous dire qu'il y a un problème de recyclage de ces matières premières. Pourquoi est-ce qu'on ne recycle pas les métaux rares? En fait, on sait les recycler. On sait les recycler, mais simplement un métal rare, c'est un nouveau matériau. Tout à l'heure, François Gabard disait les coques de mes bateaux sont en carbone. Eh bien, dans les téléphones portables, il y a de nouveaux matériaux aussi, c'est-à-dire des matériaux mélangés entre eux qui augmentent les propriétés de la matière. Mais ensuite, pour les recycler, il faut donc séparer ces matériaux qui ont été alliés entre eux, et ça coûte très cher, c'est très compliqué, et on se dit, mais finalement, c'est toujours moins cher d'aller racheter le minerai neuf, et puis le minerai qu'on aurait pu recycler, mais qui coûte un peu plus cher, on va ne pas le recycler, on va s'en débarrasser, il va reprendre les océans, il va repartir des conteneurs contre la Convention de Bâle qui interdit l'exportation de ce type de déchets vers le Ghana, vers le Sénégal, vers le Nigeria. On ne veut plus avoir à se soucier de ces déchets électroniques-là. On va racheter du minerai brut. Vous savez combien coûtent les matières premières qui sont contenues dans votre téléphone portable? Quelqu'un peut me dire un chiffre? Dans un téléphone à 500 €, combien y a-t-il d'euros de matières premières en tout? 3 €. 3 €, c'est les 3 € que l'on ne veut pas mettre aujourd'hui pour avoir un téléphone avec des métaux recyclés, des métaux rares recyclés, plutôt que des métaux rares directement extraits à la mine. C'est un peu plus compliqué que ça, parce qu'en réalité, il faudrait aussi agencer un écosystème d'économie circulaire qui coûtera très cher en impôts. Mais pour le produit fini, c'est une différentielle de 500 à 503 € pour avoir des métaux recyclés. Donc on veut faire, on sait faire, mais on ne veut pas faire. Derrière cette question du recyclage se pose la question de l'éco-conception. Éco-concevoir un produit, c'est se dire que notre téléphone portable, avant même d'être fabriqué, on va déjà penser à la meilleure manière de le recycler. Donc on va faciliter en amont de sa fabrication son recyclage futur pour éviter ce tableau-là. Ça pose la question de l'économie circulaire, qui est un enjeu qui est traité en ce moment d'ailleurs au niveau du gouvernement. L'économie circulaire, ça veut dire qu'on va tout recycler en permanence pour que les matières premières restent le plus longtemps dans le circuit économique. Et de la sorte, elles ne seront pas renvoyées dans des conditions environnementalement insoutenables, je ne sais où sur Terre. Il faut évidemment se poser la question de l'obsolescence programmée des produits. Parce que lorsqu'on nous pousse à consommer les téléphones portables ou un micro-ondes ou je ne sais quoi 2 fois plus, en acheter 2 fois plus, parce que ces téléphones sont
pensés pour être obsolètes très vite, ça c'est un écocide. Vous rendez-vous compte de ce que ça implique en termes d'impact sur la mine, sur les écosystèmes et sur les hommes. Donc voilà toutes les solutions qui existent, que j'ai brièvement évoquées, mais qui en réalité posent des questions de bouleversement culturel et qui impliquent de penser cette transition énergétique comme étant une transition de nos consciences. Et je vous laisse juste avec ce dernier mot d'un expert, Christian Thomas, qui me disait, mais au fond, Guillaume, nous n'avons pas de problème de matière rare. En fait, nous n'avons que des problèmes de matière grise. Je vous remercie.